Voilà, je vous parle donc des concepts. Dans le premier cours qui portait sur le contenu des concepts, j'ai introduit ce que j'ai appelé, suivant la nature de la conception encyclopédique, selon laquelle le contenu d'un concept, c'est en fait tout ce qui dans l'esprit se rapporte à l'entité dont le concept est le concept. Par exemple, le concept de tigre, le contenu de ce concept, c'est tout ce qui dans mon esprit concerne les tigres. Toutes nos connaissances sur les tigres ou tout ce que nous croyons savoir sur les tigres. J'ai aussi parlé du concept comme faisant partie d'un vaste réseau de concepts, étant en rapport avec d'autres concepts, le réseau global de concepts représentant notre encyclopédie mentale, notre représentation du monde. Et dans le monde, il y a un certain nombre d'entités qui ont des relations entre elles, etc. Tout ça est reflété dans ce vaste réseau conceptuel. Mais ces façons de parler, réseau conceptuel, relation d'un concept avec les autres concepts avec lesquels il est en relation dans ce réseau, ou bien l'ensemble des connaissances ou de ce que nous croyons savoir sur un objet donné, sur les tigres par exemple, toutes ces façons de parler sont peut-être un peu trop intellectualistes. Et c'est une chose que j'ai déjà mentionnée, mais je voudrais y revenir pour la dernière fois, mais simplement pour que ce soit clair, qu'il ne faut pas concevoir le contenu des concepts comme étant exclusivement conceptuel. Ça paraît un peu paradoxal de dire ça, mais comme je l'ai dit, je crois dès la première séance, ou peut-être dans la deuxième, il faut introduire aussi dans le contenu des concepts des éléments qui ne sont pas conceptuels. Et j'avais parlé notamment, à propos de l'exemple du concept de rouge, j'avais dit que dans le concept de rouge, évidemment, il faut mettre la sensation de rouge, elle joue un rôle très important dans le contenu de notre concept. La sensation de rouge, c'est cette sensation qu'on a quand on regarde quelque chose de rouge. Donc j'ai dit qu'il fallait mettre dans le contenu du concept des tas de connaissances sur ce à quoi se rapporte le concept, des connaissances qui peuvent être de connaissances de nature encyclopédique, des choses contingentes qu'on sait. On sait par exemple que le drapeau des révolutionnaires est rouge, et je dis, on sait que les tomates mûres sont rouges. Ça fait partie de choses qui font partie du contenu de notre concept. Mais ce type de connaissances dont je viens de parler, c'est des choses que je partage avec des gens non-voyants. Ils savent ça, que les tomates sont rouges, que le drapeau des révolutionnaires est rouge. Mais pour moi qui suis voyant, évidemment, la couleur rouge et ma connaissance de cette couleur rouge, et cette connaissance qui est liée à cette expérience que j'ai à chaque fois que je regarde quelque chose de rouge, ça fait partie du concept. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas conceptuel. C'est quelque chose qu'on trouve notamment dans l'expérience du rouge et dans la perception, quand je vois quelque chose de rouge. Donc on veut qu'il y ait du non-conceptuel dans le contenu des concepts. C'est une idée qui longtemps a paru un peu évidente, parce que pendant longtemps, on a les théoriciens des concepts ont longtemps pensé que la cognition était ancrée dans la perception. Il y avait cette longue tradition philosophique et dont on s'est beaucoup éloigné, et notamment au XXe siècle avec le développement des sciences cognitives. On s'est éloigné de cette conception et on en est venu à une conception qui opposait plutôt les deux. D'un côté, il y a l'expérience sensible, et de l'autre côté, il y a la pensée, la conceptualisation. Et ça fonctionne différemment, c'est deux langages différents. Donc il y a cette idée-là qui a été très importante, mais elle a été remise en cause récemment dans les théories contemporaines des concepts. Elle est largement remise en cause. Je pense en particulier aux travaux d'un des principaux théoriciens contemporains des concepts, qui est le psychologue américain Larry Barsalou, qui lui, précisément, c'est ce qu'il dit là dès la première phrase de son résumé, c'est qu'il dit qu'il y avait cette tradition qui liait les deux, la perception et la cognition, et on s'est éloigné de ça. Maintenant, on pense au contraire qu'il y a une séparation, et que quand on passe de l'expérience sensible à la pensée conceptuelle, au concept, on change véritablement de langage. Il y a une sorte des informations qui sont extraites de
de l'expérience sensible, mais elles sont traduites dans un tout autre langage qui est le langage des concepts, justement. Il a un petit schéma qui illustre ça. Cette idée de traduction, c'est l'idée de transduction. Donc on passe d'une représentation avec certaines propriétés, représentation iconique typique de la perception, certaines représentations d'une chaise, et c'est traduit en un concept qui fonctionne complètement différemment, qui n'est pas imagistique, qui n'est pas iconique, qui est formulé dans un langage complètement différent. Et ce que dit Barsalou, c'est que c'était une erreur, en fait. Et il faut penser que le contenu des concepts est ancré dans la perception, dans les systèmes sensorimoteurs, et que notamment on utilise des choses qui sont directement extraites de la perception, notamment des images, on utilise ça dans notre conceptualisation. Donc il a une conception assez différente où il y a dans le contenu des concepts des éléments qui appartiennent en un sens au système sensorimoteur, qui sont des éléments imagistiques. Il introduit cette idée. Et dans cette conception, il faut voir que les concepts, bien qu'ils soient, ce sont les unités de la pensée, parce que j'ai dit les pensées sont des combinaisons de concepts. Donc on utilise les concepts pour penser, mais ces concepts, qui sont les unités de la pensée, servent aussi d'interface avec ce qui n'est pas la pensée, c'est-à-dire ces systèmes sensorimoteurs, notamment la perception. Ils ont une sorte de double rôle. À travers leur contenu, ils sont ouverts à notamment toutes ces choses qui sont d'ordre non conceptuel. Cette idée des concepts comme interface entre l'expérience sensible d'un côté et la pensée de l'autre, c'est une idée qu'on trouve notamment dans un ouvrage qui vient de paraître sur les concepts par un philosophe théoricien des concepts, Nietzsche, qui, dès le titre de son livre, enfin, met ça en avant en faisant notamment référence à Barsalou. Donc voilà, je voulais dire ça pour pas que la façon dont je m'exprime en disant que dans le contenu d'un concept, on met toutes nos connaissances ou tout ce que nous croyons savoir sur ce à quoi se rapporte le concept, c'est un peu trop intellectualiste. Il faut avoir ça en tête. Peut-être c'est mieux si je dis que dans le contenu d'un concept, on met tout ce qu'il y a dans l'esprit qui se rapporte à la chose dont il est question. Et voilà. Alors, comme je l'ai dit, dans cette conception que j'ai appelée encyclopédique, là aussi c'est peut-être un peu trop intellectualiste de dire ça, des concepts, où on met dans le contenu d'un concept qui se rapporte à quelque chose, tout ce que nous savons, croyons savoir, ou toutes nos représentations en général sur les choses en question. Dans cette conception, c'est clair qu'on ne peut plus garder l'idée que le contenu d'un concept détermine ce à quoi il se rapporte, pour plusieurs raisons. Et la dernière fois, j'ai mentionné un peu rapidement une idée que je redis maintenant simplement parce qu'elle est très importante, que si tout ce que nous avons dans la tête, la façon dont nous nous représentons ce à quoi se rapporte le concept, ce que la dernière fois j'ai appelé la conception, suivant un certain nombre de philosophes. Si la conception, notre façon de nous représenter ce à quoi se rapporte le concept, si c'était ça qui déterminait la référence du concept, c'est-à-dire ce à quoi se rapporte le concept, alors on ne pourrait jamais se tromper. Notre conception ne pourrait jamais être fausse ou erronée, puisque c'est elle qui détermine à quoi nous pensons. Donc forcément, elle doit correspondre à ce à quoi nous pensons. Il ne peut pas y avoir d'écart entre ce à quoi nous pensons et la façon dont nous nous le représentons, puisque c'est la façon dont nous nous le représentons qui détermine à quoi nous pensons. Donc cette conception, cette idée traditionnelle que le contenu du concept détermine la référence, détermine ce à quoi on pense, ça ne peut pas marcher dès qu'on passe à une notion du contenu des concepts comme celle que je défends avec cette idée d'une approche de type encyclopédique, où on met dans le contenu d'un concept la conception de façon générale, notre représentation de ce à quoi se rapporte le concept, et pas simplement des propriétés essentielles, comme c'était le cas dans les théories plus traditionnelles des concepts. Donc on abandonne cette première idée que le contenu d'un concept détermine ce à quoi il se rapporte, et on admet la position externaliste selon laquelle ce qui détermine ce à quoi le concept se rapporte, c'est plutôt des relations externes du sujet avec son environnement, des choses, pas ce qu'il a dans la tête, mais ce qui se passe plutôt autour de lui, c'est ça qui est important, et j'y reviendrai avec un exemple dans un instant. Mais une autre chose à quoi il faut renoncer, et ça c'est plus inattendu, c'est l'idée que le contenu d'un concept, c'est ce qui individualise le concept, c'est ce qui en fait le concept qu'il est.
c'est plus inattendu parce qu'on a vraiment envie de dire que les concepts, le contenu d'un concept, le contenu des différents concepts, c'est ce qui distingue tel concept de tel autre. Et c'est difficile de renoncer à cette idée. Et pourtant, on doit renoncer à cette idée, comme je le disais, parce que la dernière fois, ce que j'ai présenté comme argument, c'est l'idée que les concepts doivent être stables, parce qu'un même concept doit pouvoir apparaître dans plusieurs pensées différentes. C'est essentiel, notamment, et je dis au raisonnement. Mais on doit aussi avoir une stabilité du concept pour qu'on ait des choses comme l'accord ou le désaccord entre des personnes, parce qu'il n'y a véritablement d'accord ou de désaccord que si on parle de la même chose. Si on attribue des propriétés différentes, mais on doit parler de la même chose. Et parler de la même chose, ça veut dire, ça doit être le même concept qui est en jeu, qui est déployé de part et d'autre, simplement on n'est pas d'accord sur ce qu'on veut dire de ce à quoi s'applique le concept. Et or, si vraiment le contenu, la conception servait à individualiser le concept, alors des personnes qui ne sont pas d'accord, ils n'ont pas la même conception typiquement. Il y a quelque chose, des différences dans leur façon de se représenter ce dont on parle. Par exemple, je disais, dans l'exemple que je donnais la dernière fois, c'est la croyance que les tigres ronronnent. Si quelqu'un, moi par exemple, croit ça, quelqu'un d'autre va me détromper, et donc pendant un moment, je vais dire les tigres ronronnent, l'autre va dire pas du tout, et là il y a un désaccord. Ce désaccord suppose que nous avons le même concept de tigre, mais que nous ne sommes pas d'accord sur la question de savoir si les tigres ronronnent. Mais si on individualise le concept par la conception, ma conception au moment où je crois que les tigres ronronnent n'est pas la même que celle de l'autre, parce que lui ne le croit pas. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas le même concept, mais si on n'a pas le même concept, en nous ne parlons pas de la même chose, et dans ce cas, c'est plutôt entre nous un malentendu qu'un véritable désaccord. Et cette idée s'applique également sur le plan intra-individuel à l'idée de changement d'avis, comme je vous ai dit la dernière fois. Pour changer d'avis sur quelque chose, il faut que le concept persiste entre le moment où vous croyez une chose et le moment où vous cessez de le croire. Il faut que ce soit le même concept qui soit déployé, mais tout simplement, il y a un changement quant à votre représentation. Quelque chose que vous croyez au sujet de ce dont il est question, vous cessez de le croire après. Mais il faut que ce soit le même concept, parce que si ce n'est pas le même concept, ce n'est pas vraiment un changement d'avis. Simplement un changement de concept, ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin bon, je ne reviens pas sur cette idée, mais la stabilité des concepts est un élément essentiel. Or, la conception, c'est-à-dire cette représentation globale que nous avons de ce à quoi se rapporte un concept, la conception, elle est fluctuante par définition, parce que dès qu'on apprend quelque chose, dès qu'on apprend que les tigres ne ronronnent pas, il y a un changement dans la conception. Mais on ne veut pas que tout changement dans la conception se traduise par un changement du concept lui-même, étant donné que les concepts doivent être stables pour jouer le rôle qui est le leur dans la pensée. Donc, à cause de cela, on doit refuser d'individualiser le concept par la conception, et ce que ça veut dire simplement, c'est distinguer, il faut distinguer le concept et la conception. On peut avoir un certain concept, garder ce concept, même si notre conception change. Donc j'ai mon concept de tigre, à un moment donné, ça inclut dans son contenu que les tigres ronronnent, parce que c'est quelque chose que je crois de tous les félins. Et à un autre moment, je m'aperçois que c'était une erreur, il n'y a plus ça dans ma conception a changé. Mon concept est toujours le même, c'est toujours le concept de tigre. Alors, les gens qui distinguent le concept et la conception, c'est une distinction fondamentale. Donc, la séance précédente lui était consacrée. Ce sont un ensemble de philosophes, et j'en ai mentionné 3 la semaine dernière, qui sont Jerry Fodor, George Ray, Eric Margolis, distinguent radicalement le concept et la conception. Et pour les dissocier, le concept et la conception, c'est le contenu du concept, c'est l'ensemble de nos idées sur ce à quoi se rapporte le concept. Pour les dissocier, la métaphore du dossier mental que j'ai utilisée depuis le début de ces séances est très utile. Parce que la conception, ça va être ce qu'on met dans le dossier. Et ça peut changer, parce que quand vous avez un dossier où vous mettez des documents, vous pouvez enlever les documents, vous pouvez en mettre d'autres. C'est intéressant. Et cette métaphore du dossier mental, justement, Margolis l'utilise dans l'article que j'ai cité. Et Fodor aussi l'utilise. Enfin, Fodor l'a utilisé dans des travaux postérieurs.
Alors cette idée de dossier mental, j'en dis un petit mot, elle a surtout été utilisée, notamment par moi-même, à propos de notre représentation des objets particuliers. Les personnes, par exemple, que nous connaissons, les pays, etc. À chaque fois qu'il y a un objet particulier, donc là on ne parle plus de concepts qui s'appliquent à toute une catégorie, comme le concept de tigre. Il y a beaucoup de tigres, mais s'il y a tigre qui est un tigre particulier, c'est un objet particulier, un objet singulier, et l'idée de dossier mental a été utilisée notamment pour notre représentation mentale des objets particuliers, donc les représentations singulières. Et j'ai donné au début du cours l'exemple de ma notion de Jacques Meller. Et Jacques Meller, donc, c'est un individu particulier. J'ai une certaine notion, un certain concept de cet individu, et on peut concevoir ce concept comme étant un dossier mental où je stocke toutes mes connaissances, tous mes souvenirs, toutes les choses que je sais concernant Jacques Meller. Et on peut considérer qu'un nom propre est comme un pointeur qui renvoie à un tel dossier d'information. Donc avoir un nom propre, ça veut dire que vous avez un dossier d'information comme ça sur un individu, et le nom propre est associé à ce dossier et sert à quelque sorte activer ce dossier, il est comme l'étiquette d'un tel dossier. Alors cette idée de dossier mental et son rôle dans l'élucidation de ce qu'on appelle les pensées singulières, c'est les pensées qui se rapportent à des individus particuliers. J'en ai parlé en long et en large, si je puis dire. Dans 2 années de cours, c'était 2 années parce qu'il y a eu le Covid, ce qui fait que la première année s'est interrompue avant que j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire, donc j'ai fait une 2e année sur les dossiers mentaux, c'était donc en 2019-2020 et 2020-2021. Et je parlais effectivement des dossiers mentaux en tant que représentation des objets particuliers, des représentations singulières, comme on dit. Mais néanmoins, cette idée de dossier mental, sa vocation, je pense, bien que ce soit un point discuté, sa vocation, c'est de servir de façon générale pour la théorie des concepts. On a envie de dire que les concepts sont des dossiers mentaux. Les concepts de façon plus générale. Moi-même, je me suis souvent exprimé comme cela, généralisant l'idée de dossier mental aux concepts, notamment ici dans cette citation où je dis que les concepts sont comme des entrées dans l'encyclopédie mentale du sujet, sont des structures de données servant à emmagasiner les informations sur le référent. Donc ce sont des dossiers mentaux. Donc dans cette conception, qui est celle que je vous présentais, mon concept de tigre, c'est un dossier mental qui contient tout ce que je sais ou crois savoir sur les tigres. Et à nouveau, je précise que là-dedans, il y a des choses qui sont, par exemple, des images de tigres, des choses comme ça. Il n'y a pas que des connaissances, disons, conceptuelles. Alors, cette métaphore du dossier, elle permet de rendre vraiment intuitive la distinction concept-conception, tout simplement parce que, comme je le suggérais il y a un instant, un dossier ordinaire, hein, j'en ai pas là vous savez ce que c'est qu'un dossier, un dossier ordinaire, un dossier papier, je veux dire, là, ce n'est pas la métaphore informatique, on vient carrément, c'est plutôt la bureautique, on est dans le domaine des fournitures de bureau, c'est la papeterie. Donc vous avez un dossier, le dossier en tant qu'objet physique, en tant que conteneur, en quelque sorte, est indépendant de ce qu'on met dedans. Il y a 2 choses, il y a ce qu'on met dedans, c'est le contenu du concept, et puis il y a le dossier lui-même. Le dossier lui-même, il est indépendant, et c'est 2 choses différentes. Donc on voit là la différence concept-conception apparaît très nettement. Mais j'anticipe un peu en disant ça. En fait, quand on parle de dossier mental, il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en jeu. Mais avant de les introduire, je voudrais préciser, j'ai oublié de le dire, que donc les Margolis, Fodor, tout ça, ils emploient cette idée de dossier mental. Elle est devenue cette idée en tant que métaphore utile pour parler des concepts, assez répandue. Et je veux juste mentionner un article très récent, pas encore paru, je crois, de Nico Orlandi, qui défend l'idée que les concepts sont des dossiers mentaux elles-mêmes. Donc, dès qu'on a cette notion de concept comme dossier mental, dès qu'on a cette métaphore, ça nous conduit, la métaphore elle-même, à distinguer 3 éléments. Je disais les paramètres. Il y a le dossier en tant que tel, donc le dossier que vous allez acheter à la papeterie. Il y a le contenu du dossier, c'est ce que vous mettez dedans, et c'est ça la conception.
La conception, c'est le contenu du dossier, disons, à un moment donné, parce que ça change très vite. C'est très fluctuant. Et puis, troisième élément, il y a la référence du dossier, au sens freudien de la référence, ce à quoi se rapporte le dossier, ce dont le dossier est le dossier. Donc le concept de tigre en tant que dossier mental sur les tigres se rapporte au tigre. Et c'est dans le cadre de cette métaphore que, c'est ce que je vous disais la dernière fois, que Margolis, dans son article, pose la question de savoir qu'est-ce qui individualise le concept, conçu comme dossier mental, qu'est-ce qui en fait le concept qu'il est? Est-ce ce à quoi le concept se rapporte? Donc, est-ce que ce qui fait que mon concept de tigre est le concept qu'il est que c'est parce que c'est un concept de tigre, parce que ça se rapporte au tigre? Est-ce que c'est ça qui individualise le concept? Ou est-ce que c'est le contenu du concept, c'est ma conception des tigres? Est-ce que c'est ça qui individualise le concept? Et il répond que c'est la première voie qui est la bonne. Vous vous souvenez, je vous ai donné une citation où il disait qu'en général, on individualise le concept par son contenu. Alors le contenu, il représente ça avec cette métaphore un peu du réseau et de la place du concept dans le réseau, en disant que c'est la relation du concept avec tous les autres concepts, mais ça revient à dire que ce qui individualise le concept, c'est son contenu. Et l'autre solution, c'est ce qui individualise le concept, c'est son rapport au monde, c'est ce dont il est le concept. C'est ce qu'il représente, à savoir les tigres dans le cas du concept de tigre. Alors donc il dit ça, et ça c'est la thèse référentialiste qui donne son titre à mon cours d'aujourd'hui. La semaine dernière, par erreur, à la fin du cours, j'ai introduit ce que je croyais être la séance prochaine, la séance suivante, en faisant une erreur. J'ai fait comme si la séance suivante, celle d'aujourd'hui, allait porter sur les modes de présentation, alors que c'est la semaine prochaine. C'est une petite erreur, mais je pense que personne n'a dû remarquer la contradiction avec le fait qu'aujourd'hui, le titre de ce cours est en fait intitulé « La thèse référentialiste ». Donc c'est la thèse référentialiste, la thèse qu'on individualise un concept par ce à quoi il se rapporte, par ce dont il est le concept, par la référence. Alors, quand on pose la question de savoir qu'est-ce qui individualise le concept, comme le fait Margolis, est-ce que c'est son contenu ou est-ce que c'est sa référence, on peut être un peu mal à l'aise vis-à-vis de cette question. Parce qu'on peut se dire, mais quelle importance, au sens où les deux vont ensemble. La référence et la conception, ça va de pair. C'est-à-dire que mon concept de tigre, il se rapporte au tigre, certes, mais c'est pour cette raison que son contenu inclut tout ce qu'il inclut, c'est-à-dire les propriétés des tigres. Étant donné que c'est un concept de tigre, ce qu'on met dedans, c'est ce qu'on sait sur les tigres, évidemment. Donc il y a un lien entre les deux. Ce n'est pas comme s'il fallait choisir l'un ou l'autre. Il semble que ça va de pair. Donc si on prend deux concepts, comme mon concept de tigre et mon concept de chat, la référence est différente. Il y en a un qui se rapporte au tigre, l'autre qui se rapporte au chat. Et le contenu est différent. Il y en a un qui contient les propriétés des tigres et l'autre qui contient les propriétés des chats, si vous voulez. Enfin, propriétés, bon, je simplifie un petit peu. Et tout ça va de pair, donc on ne voit pas très bien pourquoi il faudrait choisir. C'est les deux faces de la même médaille, comme disent les anglo-saxons. Et ce qui fait d'un concept le concept qu'il est, on a envie de dire, c'est indissociablement l'un et l'autre, la conception, la référence. Alors, donc, ce que je réponds à cela, et en fait, implicitement, j'y ai déjà répondu dans les séances précédentes, c'est que, certes, la référence et la conception vont de pair normalement. C'est parce que mon concept de tigre est un concept de tigre, se rapporte au tigre que son contenu est ce qu'il est. Je ne vais pas mettre mes croyances sur les chats dans mon concept de tigre, évidemment. Donc les deux choses vont de pair, certes, mais elles peuvent ne pas s'accorder. Elles peuvent. C'est-à-dire que la conception peut être erronée. Ma conception des tigres peut comporter des éléments qui ne conviennent pas aux tigres, mais qui conviennent aux chats, comme par exemple le fait de ronronner. Je peux me tromper. Et dans la mesure où je peux me tromper, ça veut dire que je peux avoir un concept qui se rapporte au tigre, mais avec une conception qui ne convient pas au tigre, ou pas complètement. Alors, c'est un petit détail, je peux avoir une croyance comme ça erronée. Mais
on peut imaginer, je vous ai dit ça à plusieurs reprises, on peut imaginer une conception radicalement erronée. Et c'est là l'utilité d'un exemple comme celui que je vous ai cité d'après Putnam, qui est l'exemple des chats robots. Donc Putnam imagine qu'on découvre, et c'est tout à fait imaginable, qu'on découvre que les chats, nos animaux favoris, en tout cas on les connaît bien, ces petits animaux autour de nous, en fait on découvre que ce n'est pas des animaux du tout, c'est des robots contrôlés depuis la planète Mars pour nous espionner ou quelque chose comme ça. C'est pas inimaginable, évidemment c'est absurde, mais c'est pas inimaginable du tout. On pourrait faire cette découverte. Si on fait cette découverte, ça veut dire que de façon massive, notre conception des chats est erronée. On s'est complètement trompé sur leur nature depuis le début. Mais ça ne nous empêcherait pas de continuer à avoir notre concept de chat qui se rapporte à eux. Le contenu serait complètement différent, mais on continuera à penser à eux. On dirait on s'est complètement trompé sur les chats. En pensant qu'on s'est complètement trompé sur les chats, on déploie notre concept de chat, qui est notre concept de chat, celui qu'on a depuis toujours. Et on s'aperçoit que ce qu'on croyait à ce sujet est faux. Et c'est toujours notre concept de chat. Même si le concept, il change beaucoup, il change parce que le contenu change radicalement. Mais c'est quand même le même concept. Donc le concept change, mais il n'y a pas de changement de concept, en un certain sens. C'est ça l'idée, en tout cas, de dissocier le concept et la conception. Le fait que nos croyances soient fausses, qu'elles soient erronées, comme elles le seraient dans la situation que je viens d'indiquer, suivant Putnam, ça n'empêche pas ces croyances d'être des croyances sur les chats, et ça n'empêche pas le dossier mental qui les regroupe d'être lui-même un dossier sur les chats. Bon, si vous n'êtes pas convaincu, je pense qu'un exemple du type de ceux qu'utilisent les philosophes analytiques est la meilleure façon de procéder. Donc voici un exemple. Imaginez un petit enfant qui serait entouré, enfin qui aurait dans son environnement familier des bébés tigres. C'est d'une chance pour le petit enfant en question, donc passe une enfance heureuse entourée de bébés tigres. Et imaginez que cet enfant ne voit jamais les tigres grandir. Donc on pourrait faire des expériences, les savants pourraient faire des expériences en mettant des enfants dans un environnement où il y a toujours des bébés tigres et l'enfant ne voit jamais les tigres grandir, donc il a ces bébés tigres. Et cet enfant, sa conception des tigres, forgée par son expérience des bébés tigres, pourrait être assez peu distinguable de notre conception des chats. Donc on pourrait préciser l'expérience de pensée de façon que, en fait, l'enfant en question, sa conception des tigres, c'est plus ou moins la conception qu'un enfant normal dans notre situation à nous se fait des chats. Bon, petite différence peut-être, mais on peut essayer de les réduire ou même faire des bébés tigres nains de façon qu'ils soient vraiment petits, etc. Enfin, faire en sorte de minimiser et essayer d'annuler la différence de conception. Donc cet enfant-là, il aurait une conception des tigres due au fait qu'il a été exposé seulement à des bébés tigres, etc., qu'il ne les a jamais vus grandir et tout ça. Sa conception des tigres serait à peu près la même que la conception normale qu'on a des chats. Donc vous avez cet enfant-là. Et vous imaginez de l'autre côté un autre enfant qui, lui, ne voit pas de tigre particulièrement, mais il est entouré de chats. Et il développe, dans son environnement, il y a des chats, et il développe la même conception. Quand je dis la même conception, c'est parce qu'on essaie d'annuler les différences. Donc pour annuler les différences, il faut, comme je disais, qu'on choisisse les bébés tigres de telle façon qu'ils soient vraiment indistinguables des chats, en gros. Donc vous avez un enfant qui a dans son environnement les bébés tigres, qui développe une certaine conception. Alors évidemment, il y a le problème du ronronnement. Je n'avais pas pensé à ça. Bon, mais il y a certains chats qui ronronnent. Ouais, bon, il faudra annuler cette différence aussi. C'est un peu... Il faudra sélectionner des chats qui ne ronronnent pas. Il y en a quelques-uns, mais bon. Pour l'enfant. Ce qu'on veut, c'est aboutir à la même conception de part et d'autre. Donc imaginons ça, qu'on y arrive, c'est qu'on ait ces deux enfants qui sont dans des environnements différents. Il y en a un qui est environné de chats, l'autre est environné de bébés tigres. Ils développent la même conception. Bien que les deux conceptions soient la même, ce que le partisan de la thèse référentialiste va dire,
c'est qu'il y a un enfant qui a développé un concept de tigre, qui est une conception, la conception qu'il a développée n'est pas très appropriée, mais il se trouve qu'il a vécu dans un environnement un peu particulier, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments de sa conception qui ne correspondent pas réellement au tigre parce qu'il ne les a jamais vus grandir, etc., etc. Mais néanmoins, il a un concept de tigre et il croit à tort, cet enfant, que les tigres sont des petits animaux inoffensifs. On va dire ça. On va dire de cet enfant, donc cet enfant dans cet environnement, il a eu tout, donc il a joué avec les tigres, etc. Il croit de ces animaux dont il est familier, il croit que ce sont des petits animaux inoffensifs. Et cette croyance est erronée parce qu'en fait, ils sont petits simplement parce que ce sont des jeunes, ce sont des bébés. En fait, ils ne sont pas petits, c'est des gros animaux. Mais il ne les a jamais vus grandir, donc il ne sait pas. Et il les trouve inoffensifs à nouveau parce qu'il interagit avec ses bébés, mais en fait, les tigres peuvent être très dangereux, etc., etc. Donc, on va dire que cet enfant a une représentation fausse des tigres. Il a une représentation des tigres parce qu'il a été en contact avec eux. Il a un concept qui se rapporte à ces animaux-là. Ces animaux-là, ce sont des tigres. Il a donc un concept de tigre, mais le contenu de son concept, sa conception, est erroné dû à son expérience très particulière, dû aux conditions de l'expérience. Alors que l'autre enfant, lui, il a un concept de chat. Son concept, c'est une représentation mentale, ça se rapporte à ces animaux autour de lui, ce sont les chats. Donc il a un concept de chat, et son concept de chat, il a une conception qui est plus conforme, à ceci près qu'il y a cette histoire de ronronnement qui n'est pas... Bon, mais bon. Donc l'idée simplement, c'est que le concept dans cette conception est individualisé par sa référence. Et sa référence est déterminée par des facteurs contextuels comme la nature des animaux qu'il y a autour de vous. C'est parce que le premier, il est entouré de tigres que son concept qu'il a développé au contact de ces animaux est un concept de tigre. Parce que ce sont des tigres. C'est pourquoi son concept est un concept de ces animaux-là, est un concept de tigre. Et l'autre, il est entouré de chats, donc son concept est un concept de chat. Il se rapporte aux chats, parce qu'autour de lui, ce sont des chats. Il y a cette différence qui est due à l'environnement, due au contexte, due à la nature des animaux avec lesquels le sujet, l'enfant, dans ce cas-là, a interagi, mais ça ne se traduit pas dans la conception. La conception peut être tout à fait la même. Donc il y a le facteur environnemental ou contextuel, avec quoi vous avez été en contact, ça compte pour déterminer de quoi votre concept est le concept. Et selon la thèse référentialiste, c'est ce facteur-là qui compte pour l'individualisation du concept. On distingue un concept de tigre d'un concept de chat, non pas par le contenu du concept, parce qu'on pourrait imaginer une annulation au niveau du contenu des différences, mais ce qui caractérise la différence, c'est le fait que le concept de tigre se rapporte au tigre. Donc le premier enfant a un concept de tigre parce qu'autour de lui, ce sont des tigres qu'il y a. Le deuxième enfant, lui, il a un concept de chat parce que ce sont des chats qu'il y a dans son environnement à lui. Mais la différence ne se traduit pas au niveau de la conception. Bon. Donc ça, c'est le genre d'argumentaire en faveur de cette position référentialiste. Je dois préciser que donc il y a des éléments de cet argumentaire dont je pense que c'est tout à fait acceptable, notamment le fait qu'il y a ces facteurs environnementaux qui servent à déterminer à quoi se rapporte notre concept. C'est vraiment une question de avec quoi vous avez été en contact quand vous avez formé ce concept. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est certain. Par contre, l'idée qu'on va individualiser le concept par la référence, par ce à quoi il se rapporte, donc cette idée que j'appelle aujourd'hui la thèse référentialiste, ça, ce n'est pas quelque chose dont je pense qu'on peut le conserver, c'est simplement une tentative théorique pour dire ce qui fait d'un concept le concept qu'il est. Si on renonce à dire que c'est le contenu du concept qui fait du concept le concept qu'il est, qu'est-ce que c'est? L'autre solution, c'est de dire c'est sa référence, c'est à quoi il se rapporte. Ça, c'est la thèse référentialiste, celle que défend Margolis. Et que je critiquerai surtout la prochaine fois, mais je vais parler des problèmes que cette conception soulève dans un instant. Mais d'abord, je voudrais indiquer quel est l'intérêt de cette thèse référentialiste. L'intérêt, c'est que ça permet de préserver la stabilité du concept. Dire que le concept est individualisé par ce à quoi il se rapporte,
ça permet d'accepter une grande variabilité du contenu et de la conception qui peut changer, qui peut fluctuer, sans affecter l'identité du concept. C'est toujours le même concept. Donc, pour ce qui est des questions d'accord, de désaccord, etc., toutes ces questions que j'avais évoquées la dernière fois, la stabilité du concept est garantie si on dit que ce qui fait du concept qu'il est, c'est ce à quoi il se rapporte. Et je voudrais illustrer ça avec un exemple très connu qui vient de Tyler Burge. L'exemple très connu, le plus connu des exemples de Burge, c'est l'exemple de l'arthrite. Je dis ça pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà l'exemple. Burge imagine un sujet, Albert, je l'appelle Albert en français, Bert en anglais, dans l'original. Donc Albert souffre d'arthrite. Et il connaît sa maladie, notamment par l'expérience directe des douleurs que la maladie lui occasionne. Mais il connaît aussi sa maladie à travers ce que lui en dit son docteur, parce qu'évidemment, il va chez le docteur lui parle de sa maladie, lui donne des médicaments, etc. Donc il a ses connaissances qu'il acquiert au sujet de sa maladie, en plus de sa connaissance directe de la maladie par l'effet qu'elle lui fait. Et un jour, Albert ressent des douleurs dans la cuisse et fait l'hypothèse que son arthrite gagne et s'étend désormais à sa cuisse. Et donc, la prochaine fois qu'il voit le docteur, il lui dit, et le docteur lui répond que c'est impossible, parce que l'arthrite est une maladie, une inflammation des articulations, et que donc ça n'affecte pas les muscles, donc ça ne peut pas être l'arthrite. Voilà, c'est ça l'exemple, et moi je veux vous le représenter sous forme d'un dialogue entre Albert et son docteur, son médecin. Donc Albert dit « j'ai de l'arthrite dans la cuisse », le docteur lui dit « mais non, vous n'avez pas d'arthrite dans la cuisse, c'est impossible ». Et Albert se rend assez rapidement à ses raisons, il dit « ah bon, d'accord, mais enfin ça me fait mal, un peu comme mon arthrite ». Donc c'est ça le dialogue, c'est vraiment très simple. Mais ici, il faut voir qu'il y a un désaccord. Il y a à la fois l'intérêt cet exemple illustre à la fois un désaccord et un changement d'avis, donc les deux choses dont je vous parlais la dernière fois. Donc d'abord, il y a un désaccord entre Albert et le docteur, parce qu'Albert dit qu'il a de l'arthrite et il croit qu'il a de l'arthrite dans la cuisse, et le docteur lui dit que non. Donc ils ne sont pas d'accord. Mais comme c'est le docteur qui est le sachant, Albert il change d'avis, il dit d'accord, bon ok, puisque vous le dites, alors je n'ai pas d'arthrite. Donc il y a d'abord un désaccord parce que Albert croit une chose et le docteur pense que c'est impossible et donc n'en croit rien. Et donc le fait que ce soit un désaccord, et pas simplement un malentendu qui ne parle pas de la même chose, ça implique que c'est le même concept d'arthrite que les deux déploient. Encore une fois, sinon, il n'y aurait pas la possibilité du désaccord. Donc ils parlent tous les deux de l'arthrite, mais Albert dit qu'il a de l'arthrite dans la cuisse, et le docteur lui dit que ça ne peut pas être le cas. Et suite à cet échange, donc Albert change d'avis, parce que c'est le docteur qui sait, donc Albert qui croyait avant qu'il avait de l'arthrite dans la cuisse, il arrête, il ne le croit plus après. À nouveau, le changement d'avis sur un sujet implique que c'est le même concept. Votre conception change, mais le concept reste le même, parce que si vous changez de concept, à ce moment-là, il n'y a plus véritablement de changement d'avis. Vous avez changé de sujet. Ce n'est pas que vous croyez maintenant... Encore une fois, tant pour le changement d'avis que pour le désaccord, vous avez besoin d'un contenu de pensée qui reste fixe, tel que, dans le cas du changement d'avis, vous adhériez, vous donniez votre adhésion à ce contenu de pensée, vous pensiez que c'était vrai avant, et maintenant vous ne pensez plus que c'est vrai. C'est ça le changement d'avis. Et ça doit être le même contenu de pensée. Pour que ce soit le même contenu de pensée, il faut que ce soit les mêmes concepts qui soient des constituants, donc le même concept d'arthrite. Et pareil pour le désaccord entre deux personnes, il faut que ce soit le même contenu de pensée tel que la première personne croit que c'est vrai et la deuxième personne ne croit pas que c'est vrai. Comme ça se passe ici entre le docteur et Albert. Donc, à nouveau, pour que ce soit le même contenu de pensée, il faut que ce soit le même concept. Donc là, la stabilité, l'argument de la stabilité impose qu'on dise que c'est le même concept d'arthrite que Albert déploie avant et après l'échange avec son docteur, quand il a changé d'avis. Et de même, il faut que ce soit le même concept d'arthrite que Albert déploie, que son docteur déploie, pour qu'il y ait véritablement entre eux un désaccord.
Ça veut donc dire que le docteur et Albert partagent le même concept d'arthrite, alors que leurs conceptions respectives sont complètement différentes. Alors quand je dis qu'elles sont complètement différentes, je ne veux pas simplement dire que Albert croit qu'il a de l'arthrite dans la cuisse et que le docteur pense que c'est impossible. Mais le docteur Albert ne sait pas que l'arthrite est une maladie, une inflammation des articulations. Il ne le sait pas, ça. Le docteur le sait. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est que le docteur il a une conception très riche. Il sait plein de choses sur l'arthrite. Et Albert, il sait presque rien. Il ne sait pas grand-chose. Et néanmoins, malgré cette différence, il faut dire qu'ils partagent le même concept d'arthrite. Et ça a quelque chose d'un peu paradoxal. Et en tout cas, ça soulève la question de savoir, déjà, qu'est-ce qui fait que le concept d'Albert est un concept d'arthrite? Vu qu'il ne sait pas grand-chose, il ne sait même pas que ça concerne spécifiquement les articulations. Donc, en quoi est-ce que sa représentation mentale se rapporte à l'arthrite spécifiquement? C'est un problème qui se pose. Alors, la réponse, c'est que le concept d'Albert se rapporte à l'arthrite en vertu d'un certain nombre de facteurs, et ce sont tous les facteurs qu'invoquent les externalistes, ce sont des facteurs externes à la conception. Ce ne sont pas des choses qui sont... ce n'est pas ce qui est dans la tête qui compte. C'est ce qu'il y a dans la réalité qui compte. Donc le premier facteur, c'est le fait que Albert souffre effectivement d'arthrite. Il y a cette maladie. Il a une certaine maladie. Il souffre d'une certaine maladie. Il a des symptômes qui sont causés par quelque chose. Et ce qui détermine que son concept, sa représentation mentale quand il pense à sa maladie, se rapporte à l'arthrite, c'est le fait que sa maladie, ce dont il souffre, c'est l'arthrite, objectivement. Même si lui ne sait rien de très précis sur l'arthrite, dans la réalité, il y a ce dont il souffre effectivement. Sa maladie, c'est l'arthrite, ses souffrances sont causées par l'arthrite. C'est ça qui compte. Et donc, il a une sorte de relation à l'arthrite, de relation assez directe à travers ses souffrances. Et c'est cette relation objective à une certaine condition physique dont il souffre. C'est cette relation-là qui fait que sa représentation mentale qui se rapporte à sa maladie se rapporte à cette condition physique en question, même s'il n'est pas capable, cette condition physique, de se la représenter correctement. À nouveau, expérience de pensée, prenez Albert exactement tel qu'il est, avec exactement les mêmes souffrances et exactement les mêmes représentations mentales, la même conception dans l'esprit, mais supposez que ce dont il souffre, le même Albert, enfin le même dans un autre monde possible en quelque sorte, ce dont il souffre, ce n'est pas l'arthrite, mais c'est la blycariose. J'invente un nom de maladie qui pourrait donner peut-être les mêmes symptômes, je ne sais pas, mais ce serait une autre maladie. Mais on suppose qu'Albert est exactement a les mêmes souffrances et la même conception dans son esprit. Son concept, qu'il a développé pour la maladie dont il souffre, serait alors un concept de la blycariose. Parce que c'est avec la blycariose qui serait en rapport à travers ses souffrances, et non pas avec l'arthrite, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il faut voir un concept comme une sorte d'index pointé vers un aspect de l'environnement. Là, j'inclus dans l'environnement le corps du sujet et la condition effective de ce corps. Donc, si vous changez l'environnement, en l'occurrence la nature de la maladie dont souffre objectivement Albert, tout en maintenant inchangé sa conception, y compris la phénoménologie, c'est-à-dire les douleurs, etc., qui ne bougent pas, ben vous changez la référence du concept, parce que la référence du concept est tributaire de ce qui se passe objectivement dans l'environnement, y compris dans le corps du sujet. Donc c'est un peu pareil que pour l'histoire des tigres et des chats. La conception peut être inchangée, mais si ce qu'il y a autour de vous, ce sont des bébés tigres, ou si ce qu'il y a autour de vous, ce sont des chats, ça change la référence de votre concept. Dans un cas, il se rapporte à des chats, dans l'autre cas, à des tigres. De même, vous êtes malade, vous souffrez de quelque chose. Si ce dont vous souffrez objectivement, c'est de la blycariose, votre concept, quand vous pensez à votre maladie, c'est un concept de la blycariose, tandis que dans l'autre cas, c'est un concept qui se rapporte à l'arthrite. À cause de ces considérations, Putnam a proposé l'idée que
que nos concepts, comme le concept que développe Albert pour sa maladie, a quelque chose d'indexical. C'est comme s'il pensait 7 maladies. Or, quand on a un démonstratif, si je dis 7 personnes, 7 étudiants, etc., la référence dépend de la personne qui se trouve effectivement de l'autre côté et vers laquelle je pointe. Je peux penser 7 étudiants en regardant quelqu'un. Si la personne que je regarde, c'est Marcel, ben, Marcel est la référence de ce concept démonstratif 7 étudiants. C'est à Marcel que je pense. Si la personne que je regarde, c'est Paul, ben, c'est Paul qui est la référence. Et il n'y a pas de différence interne. Ma représentation peut être exactement la même. Je ne peux ne pas me rendre compte. Il y a un aspect objectif. C'est ce qui se passe dans l'environnement qui est déterminant quand vous avez un démonstratif. De qui vous parlez ou à qui vous pensez quand vous parlez de 7 étudiants, vous pensez à 7 étudiants, bah, ça dépend de qui vous êtes en train de regarder. Et ça, c'est un facteur environnemental. Bon. En tout cas, ce qui fait que le concept d'Albert se rapporte à l'arthrite, ce n'est pas seulement le fait que Albert a cette relation à sa maladie, cette relation fondée sur l'expérience directe de la maladie à travers les symptômes et à travers ses douleurs. J'ai indiqué le fait qu'il avait une autre source d'information sur sa maladie, qui est ce que lui apprend le médecin. Et notamment, le médecin, la première chose qu'il a faite, quand il a diagnostiqué Albert, on suppose que c'est le même médecin qui, depuis le début, qui l'a diagnostiqué, c'est qu'il a brandi ce nom savant, arthrite, pour nommer la maladie. Et Albert a hérité de ce mot. Il se l'est approprié, ce mot. Et le dossier mental d'Albert sur sa maladie est largement bâti autour de ce mot. Et il hérite, en quelque sorte, la référence du mot. Le mot arthrite fait référence dans la bouche du docteur à une certaine maladie. Albert hérite le mot arthrite du docteur, qui lui dit voilà, vous avez de l'arthrite. Et ensuite, il peut l'utiliser. Et quand il l'utilise, ben, le mot garde la référence que le mot avait pour le docteur. Albert utilise le mot en faisant, comme disent les philosophes du langage, de façon déférentielle par rapport au docteur. Ils emploient le mot avec la référence que lui donne le docteur, quelle qu'elle soit. Donc, il y a un mécanisme de déférence qui est beaucoup discuté dans la philosophie du langage, depuis, donc Putnam est un des auteurs principaux, et aussi Saul Kripke qui a également développé ces idées. L'idée, c'est qu'il y a notamment ce que Putnam a décrit comme une division sociale du travail linguistique. Il y a les experts, ceux qui savent de quoi ils parlent, par exemple les médecins qui savent ce que c'est que l'arthrite. Ils ont un riche concept, une riche conception, devrais-je plutôt dire. Ils savent la diagnostiquer, donc ils possèdent ce concept a une certaine référence, se rapporte à une certaine maladie. Et le mot qu'ils emploient, ben, ils le transmettent à d'autres qui, eux, ne sont pas des experts. Ce sont éventuellement des ignorants, comme Albert. Mais ces autres membres de la communauté linguistique, grâce à cette division sociale du travail linguistique, ben, ils peuvent se constituer un concept par procuration. Ils utilisent le mot du docteur, ils se fabriquent un concept autour de ce mot, et ce concept fait référence à l'arthrite par procuration à travers le docteur. Et en fait, ce que disent Kripke et Putnam de cet emploi parasitaire que font certaines personnes qui ne sont pas experts d'un concept qui leur provient de quelqu'un qui lui est expert, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a comme une chaîne de communication. Ils décrivent ça à propos, pas de cas à propos de cas ordinaires comme les noms d'individus particuliers. Il y a plein de noms que nous possédons, de noms propres que nous possédons, pour des gens que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais vus, dont on a seulement entendu parler. Mais dans un cas de ce genre, les experts, ce seraient les gens qui connaissent la personne dont c'est le nom. Donc, comme dit Kripke, quand il décrit les choses, il dit qu'il y a un bébé qui naît, on lui donne un nom, on le baptise, les gens autour savent très bien qui c'est, et les gens commencent à employer ce nom. Il y a tous les gens qui savent de qui il parle, qui connaissent l'individu, etc.
Mais le nom est également transmis à d'autres qui ne connaissent pas l'individu et à d'autres qui ne connaissent pas, etc. Et c'est comme ça que nous avons des noms comme Anaxagore, enfin nous connaissons des tas de noms, alors que nous ne connaissons pas les porteurs des noms, et éventuellement même nous savons très peu de choses d'eux. Ça ne nous empêche pas d'avoir un nom qui nous permet de parler d'eux et de penser à eux aussi. Comment est-ce possible? Ce que nous dit Sripke Putnam, c'est qu'à travers la chaîne de communication, les experts qui emploient ce nom, qui l'introduisent, qui en parlent à d'autres gens, etc., chaque personne transmet le nom à d'autres personnes qui transmettent le nom, et finalement ça nous arrive à nous qui ne savons rien sur le porteur du nom, mais à travers la chaîne, nous sommes reliés à l'individu qui porte le nom, à travers toute cette chaîne qui commence par les experts, par les personnes qui savent. Et donc cette chaîne nous met en rapport de facto avec l'individu, même si nous ne savons rien de cet individu. C'est parce que c'est comme si on disait que l'individu est présent dans notre environnement. Là, il n'est pas dans notre environnement local. Dans le cas d'Anaxagore, c'est quelqu'un qui est mort depuis très longtemps. Mais il y a une chaîne de communication qui nous relie à travers le temps à cet individu. Et ça suffit pour que on puisse considérer qu'il y a ce facteur contextuel ou environnemental, qu'il y a un certain individu qui est au bout de la chaîne, et notre emploi du nom se situe sur cette chaîne, et donc à travers la chaîne, il est relié à cet individu, et donc on peut dire que le concept que nous avons, qui est un dossier mental formé autour du nom, réussit à faire référence à cet individu, parce que nous héritons la référence des autres utilisateurs du nom dont nous tenons le nom. C'est une sorte d'héritage. Il y a quelque chose de parasitaire là-dedans, parce que nous n'avons pas, nous, les moyens de nous représenter directement l'individu dont il s'agit. Nous avons besoin du nom et nous avons besoin de la chaîne de communication et des autres membres de la communauté dont nous tenons le nom. Et dans le cas de Albert et de son docteur, c'est Albert qui sait ce que c'est le docteur qui sait ce que c'est l'arthrite, et Albert se contente d'hériter le nom et de faire un usage parasitaire, en quelque sorte, du nom. Il a ce dossier mental autour de ce que le docteur appelle arthrite. Il a des informations qu'il a glanées à travers le discours du docteur, et il a ses propres informations sur l'arthrite, parce que n'oublions pas, il a son expérience directe de la maladie dont il souffre. Donc tout ça va dans son dossier mental. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que, dans le cas d'Albert, il y a à la fois un lien direct à la maladie à travers ses souffrances et ses connaissances en première personne de sa maladie, et il y a aussi ce lien indirect à travers le docteur et à travers le nom arthrite, qui lui-même fait référence à cette maladie en vertu du savoir accumulé par les experts qui utilisent ce nom et qui l'ont transmis à Albert. Donc Albert se trouve en lien à la fois direct et indirect à travers la communauté linguistique, à travers la chaîne de communication, à travers le nom, avec l'arthrite. Et c'est ça qui fait que c'est l'arthrite qui est la référence de son concept. C'est que ces deux liens mènent à l'arthrite, qui est la chose objective dont il s'agit, même si sa conception de l'arthrite est une conception extrêmement vague et erronée, qui pourrait convenir à toute autre chose qu'à l'arthrite. Donc c'est pour ces raisons qu'on doit dire que le concept déployé par Albert quand il dit « j'ai de l'arthrite dans la cuisse », c'est bien un concept d'arthrite, tout comme le concept déployé par le docteur quand il lui répond. Albert se trouve, il a une certaine représentation mentale, mais il se trouve lié par certaines relations environnementales ou contextuelles à l'arthrite, à cette maladie-là. Donc son concept est un concept d'arthrite, comme le concept du docteur est un concept d'arthrite. Évidemment, il y a cette énorme différence entre les deux, que la conception du docteur, la conception d'Albert sont très très différentes. Il y en a une qui est beaucoup plus riche que l'autre. Cependant, le docteur, il a bien commencé quelque part. Et lui aussi, il a commencé de la même façon. Donc imaginez le docteur d'Albert, il a été étudiant, et en tant qu'étudiant, il a commencé, il y a un moment où il commençait, puis il y a certainement un moment où il ne savait pas beaucoup, où elle, alors là je la représente au féminin, elle ne savait sûrement pas beaucoup de choses sur l'arthrite, elle avait le nom arthrite. Il faut déjà commencer, vous apprenez ce que c'est que l'arthrite, vous avez un cours sur l'arthrite, vous ouvrez votre dossier mental, arthrite autour du mot, vous avez le mot. C'était déjà pas mal. Grâce au mot, vous vous trouvez tout de suite en rapport avec la chose à travers les gens dont vous héritez le mot, et ensuite vous mettez dans votre dossier mental tout ce que vous apprenez là-dessus. Donc en fait, le docteur ou la doctoresse a commencé un peu de la même façon que Albert lui-même, par avoir quelque chose d'assez rudimentaire. Mais c'est néanmoins le même. Ce qui est important, c'est que, oui, dans le cas de supposer donc
la docteure d'Albert, je l'appelle le docteur, je continue quand même malgré cette image, le docteur d'Albert qui au début commence ses études, il a un concept d'arthrite très vague, il a le mot arthrite et il apprend progressivement ce que c'est, puis ensuite lui-même il a sa pratique, etc. Donc il apprend beaucoup de choses et sa conception s'enrichit. On a envie de dire que c'est le même concept tout du long, qui s'est développé, qui s'est enrichi, etc. Et d'ailleurs, Albert pourrait devenir un expert mondial de l'arthrite, suite à sa maladie, ça pourrait l'intéresser, il se pique au jeu, etc. Il pourrait devenir un expert mondial. Ce serait le même concept d'arthrite. C'est le même concept, même si la conception change tout au tout, entre le tout début et ensuite quand il est expert mondial. Évidemment, ce n'est pas la même conception. Néanmoins, c'est le même concept depuis le départ. C'est un concept qui se rapporte à l'arthrite, grâce à ces canaux relationnels qui remontent à l'arthrite elle-même, en quelque sorte. Donc tout ça va dans le sens de cette distinction concept-conception et dans le sens de la stabilité du concept, malgré les changements de conception. Alors, maintenant je voudrais indiquer les problèmes avec cette thèse référentialiste, après avoir indiqué l'avantage de la thèse, qui est de préserver la stabilité des concepts à travers la distinction concept-conception et l'individualisation des concepts par autre chose que la conception. Le problème, c'est que cette thèse implique qu'il ne peut pas y avoir deux concepts distincts qui se rapportent à la même chose. Parce que s'ils se rapportent à la même chose, ça fait automatiquement de ces concepts le même concept, puisque, suivant cette théorie, on individualise les concepts par ce à quoi ils se rapportent. L'identité du concept est donnée par ce dont c'est le concept. Donc, si vous avez deux concepts qui se rapportent à la même chose, ce sont en fait le même concept. On ne peut pas avoir deux concepts différents qui se rapportent à la même chose. Et ça paraît dur à avaler. Alors, évidemment, il y a une distinction qui aide à faire passer la pilule, peut-être. C'est la distinction fameuse de Peirce, le philosophe et logicien américain, c'est une distinction à propos des mots, mais ça marche aussi pour les concepts. Pour les mots, il a dit qu'il faut distinguer les mots comme type et les mots comme occurrence. Donc, dans une même phrase, vous pouvez avoir 3 fois le mot « le », et c'est 3 mots différents en un sens, c'est 3 occurrences distinctes, mais 3 occurrences du même mot « le ». On peut, le mot comme type, il y a un seul mot « le » et « le » en français. C'est peut-être pas un très bon exemple, parce qu'il y a peut-être une... Je n'ai pas trop réfléchi. Prenez le mot « chat ». Enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les mots comme type qu'on peut répéter plusieurs fois, et quand vous répétez le mot plusieurs fois, vous avez plusieurs occurrences du même mot. C'est occurrence token en anglais. Donc c'est une distinction très connue qui a été intégrée par toutes les théories, éventuellement avec un enrichissement, peut-être qu'on a besoin de plus que 2 choses, mais bon. Et on a la même chose pour les concepts. Vous avez votre concept de tigre, et à chaque fois que vous pensez au tigre, vous déployez ce concept. À chaque déploiement, vous avez une nouvelle occurrence de ce concept. Donc on a cette distinction-là. Quand on dit que, selon la thèse référentialiste, on ne peut pas avoir 2 concepts distincts qui se rapportent à la même chose, évidemment, on parle des concepts types. Parce que vous pouvez avoir, effectivement, pour un concept qui se rapporte au tigre, votre concept de tigre, vous pouvez avoir autant d'occurrences de ce concept que vous voulez. Mais il ne peut pas y avoir 2 concepts types qui se rapportent à la même chose. Donc si 2 concepts se rapportent à des choses différentes, ça veut dire que ces concepts ne sont pas le même concept type. Et la difficulté de cette thèse, on ne peut pas avoir 2 concepts qui se rapportent à la même chose, c'est Frege. Je vous l'ai montré cette image pas mal de fois. Il y a la distinction de Frege entre le sens et la référence, ou le sens et la dénotation. L'idée, c'est précisément qu'on peut penser à la même chose
sans se rendre compte que c'est la même chose. On peut avoir deux pensées qui se rapportent à la même chose, et on peut ne pas se rendre compte que c'est la même chose, parce qu'on se représente cette chose de deux façons différentes. Et on a envie de dire que ça se passe très souvent, c'est ce dont parle Frege, et que dans ces cas-là, on déploie deux concepts distincts du même objet. On a envie de dire ça pour le type d'exemple dont parle Frege. Je donnerai, la séance prochaine sera consacrée à ce genre de cas, donc j'en dirai plus. Mais la dernière fois, je vous ai donné cet exemple. Un individu, la même personne, Emmanuel Macron, qu'on peut se représenter comme le président de la République ou qu'on peut se représenter comme le mari de Brigitte. Et on a envie de dire que ce sont des concepts distincts qui se rapportent au même individu. Pourquoi on a envie de dire que ce sont des concepts distincts ? Pour une raison qui est très importante, qui est un argument central chez Frege. Prenez une pensée qui implique... Donc, supposons qu'on se pose la question de savoir est-ce que c'est le même concept ou est-ce que ce n'est pas le même concept. Voilà un argument. Prenez la pensée que le président de la République a une maison au Touquet. Et prenez la pensée que le mari de Brigitte a une maison au Touquet. C'est possible pour quelqu'un de tout à fait rationnel de croire une des choses et de ne pas croire l'autre. Parce que le sujet en question peut ne pas savoir que Marie de Brigitte, c'est le président de la République. Donc, il peut très bien savoir le sujet dont on parle, que le mari de Brigitte a une maison au Touquet, mais il peut ne pas savoir que le président de la République a une maison au Touquet. Il est possible, un sujet rationnel, de croire une pensée et de ne pas croire l'autre. Selon Frege, ça veut dire que ce n'est pas la même pensée. Parce qu'un sujet rationnel ne peut pas croire une pensée et refuser de croire cette même pensée. Il ne peut pas croire une pensée et croire son contraire. Un sujet rationnel, c'est un sujet logique. Donc, si deux pensées sont la même, le sujet rationnel, il peut la croire, il peut ne pas la croire, mais il ne peut pas la croire et ne pas la croire. À ce moment-là, c'est de l'irrationalité. Or, ici, on a un sujet qui croit d'un côté, le mari de Brigitte a une maison au Touquet, mais qui refuse de croire le président de la République ou qui simplement ne sait pas si le président de la République a une maison au Touquet. Donc il a deux attitudes différentes vis-à-vis de ce qui est en fait la même pensée, si on dit que c'est la même pensée. Et c'est irrationnel. Or, comme on suppose que le sujet est rationnel, on va dire que ça ne peut pas se passer. Donc les cas où un sujet donne son assentiment à un certain contenu de pensée et ne donne pas son assentiment ou adopte une attitude différente vis-à-vis d'un certain contenu de pensée, ces cas-là montrent que les deux contenus de pensée ne sont pas le même. Parce que s'ils étaient le même, ce serait irrationnel de ne pas avoir la même attitude dans les deux cas. Donc pour Frege, la pensée le président de la République a une maison au Touquet et la pensée le mari de Brigitte a une maison au Touquet sont deux pensées différentes, puisqu'on peut adopter des attitudes différentes vis-à-vis de ces pensées, même si on est rationnel. Ce sont deux pensées différentes, et pour que ce soit deux pensées différentes, il faut que les concepts qu'il y ait une différence au niveau des concepts dont ces pensées sont composées, ou de la façon dont les concepts sont combinés, mais il doit y avoir une différence. Or là, la seule différence, c'est qu'on a substitué Marie de Brigitte pour président de la République. C'est la seule différence. Donc ce que ça montre, c'est que ce n'est pas le même concept, président de la République et Marie de Brigitte, ce n'est pas la même chose. Et intuitivement, on a envie de dire, oui, effectivement, ce n'est pas la même chose. Les concepts correspondent à la façon dont on se représente l'individu. Là, dans un cas, on se le représente comme le mari de Brigitte, dans l'autre cas, on se le représente comme le président de la République. C'est complètement différent. Le fait que ce soit le même individu, ça ne suffit pas pour dire que c'est le même concept, puisque un sujet rationnel peut adopter des attitudes différentes vis-à-vis de pensées qui se distinguent simplement par la substitution d'un concept pour l'autre. Ça montre bien que ce n'est pas le même concept, parce que si c'était le même concept, les pensées seraient la même et le sujet serait irrationnel. Mais là, le sujet n'est pas irrationnel. Il souffre, c'est simplement qu'il ne sait pas que le mari de Brigitte, c'est le président de la République. C'est une connaissance factuelle qui lui manque. Il ne fait pas d'erreur de logique. Donc ça, c'est la réfutation, disons, frégéenne. Je ne sais pas, peut-être l'exemple, je ne l'ai pas bien présenté, mais normalement, c'est assez convaincant. Effectivement, il doit y avoir une différence de concept parce que si les concepts sont les constituants des pensées, et si on admet cette contrainte cognitive qu'un sujet rationnel doit adopter une seule attitude vis-à-vis d'une pensée donnée, il doit soit la croire, soit pas la croire, mais il ne peut pas à la fois l'accepter et la refuser. Si on admet tout ça, ça implique que les concepts ne peuvent pas être individualisés simplement par leur référence. Alors,
vis-à-vis de cette réfutation freudienne, est-ce qu'on a des voies de recours pour défendre la thèse référentialiste? Oui, il y a une voie de recours qui consiste à faire appel à une distinction que j'ai présentée dans la première séance, distinction que fait Fodor, entre deux types de concepts, que sont les concepts atomiques, les concepts de base, et puis les concepts complexes ou composés de plusieurs concepts. Ben justement, le mari de Brigitte, ou le mari de Brigitte Macron, c'est typiquement un concept composé. Là-dedans, vous avez le concept Brigitte Macron, donc on peut supposer que c'est comme Jacques Meller, ça correspond à votre dossier mental sur un individu particulier, admettons que ce soit un concept atomique, ou le mari de Brigitte, vous avez cette représentation, Brigitte, votre amie, vous savez plein de trucs sur elle, ok, c'est votre concept atomique. Vous avez le concept de mari, bah c'est comme le concept de tigre, vous avez un dossier mental sur les maris, et quand vous pensez le mari de Brigitte, vous déployez ces deux concepts-là, ils sont composés entre eux. Vous fabriquez un concept complexe. Peut-être que c'est même encore plus complexe que je ne le dis, parce que peut-être que le concept d'époux, ou le concept de mari, peut lui-même être, c'est peut-être ce que dirait Fodor, s'il aurait dit à une certaine époque que c'est un concept complexe qui signifie époux de sexe masculin, mari. Si c'est le cas, c'est encore plus complexe, parce que dans votre pensée, dans votre concept, le mari de Brigitte Macron, vous avez le concept Brigitte Macron, ok, c'est un concept atomique, vous avez le concept mari qui lui-même se décompose en époux de sexe masculin, donc vous avez tous ces concepts-là qui en fait sont combinés. Et évidemment, c'est pas la même chose que dans le concept le président de la République, c'est également un concept complexe. Vous avez le concept de République, le concept de président. Bon, alors peut-être que c'est un truc un peu figé, je ne sais pas trop, mais bon. Peut-être qu'il faut dire l'actuel président de la République pour que ça convienne véritablement de façon déterminée à Emmanuel Macron. Et dans ce cas, vous avez effectivement le concept d'actuel, président, République. Tout ça, c'est des concepts complexes. Et ce que ça suggère, donc cette distinction, ce rappel de la distinction entre les concepts atomiques simples et les concepts complexes, ce que ça suggère, c'est que la thèse selon laquelle il ne peut y avoir deux concepts types distincts se rapportant à la même chose doit en fait être relativisée, si on y réfléchit. Cette thèse, évidemment, s'applique seulement aux concepts atomiques et pas aux concepts composés. Pourquoi ? Parce que deux concepts composés peuvent très bien être coréférentiels, se rapporter à la même chose, tout en étant des concepts distincts, si les constituants dont ils sont composés sont différents, ou si ces constituants sont combinés de façon différente. Comme je disais, quand vous pensez le mari de Brigitte Macron possède une maison au Touquet, vous activez votre dossier mental sur les maris, votre dossier mental sur Brigitte Macron, alors que quand vous pensez le président de la République a une maison au Touquet, vous n'activez pas ces dossiers mentaux-là. Et donc ça nous montre que psychologiquement, ce n'est pas la même chose. Donc on pourrait très bien dire que la thèse référentialiste s'applique au concept atomique. On ne peut pas avoir deux concepts atomiques distincts se rapportant à la même chose. Les concepts atomiques sont individualisés par leur référence, mais on pourrait très bien dire que les concepts composés, eux, sont individualisés par leurs constituants et la façon dont ils sont combinés. Et donc, tout ce qu'on a dit, la thèse référentialiste doit impérativement être restreinte à son champ d'application normal, qui est les concepts atomiques. Ça ne s'applique pas aux concepts composés. Ça paraît très naturel de dire ça quand on y pense. Et ça nous donne une façon peut-être plus naturelle de défendre cette thèse face aux objections, notamment face aux objections freudiennes. Parce que dans ce cas, on peut dire qu'effectivement, le fait que le sujet puisse croire une chose et pas l'autre, puisse croire le mari de Brigitte a une maison au Touquet et ne pas croire le président de la République a une maison au Touquet, s'explique par le fait qu'effectivement, ce sont deux concepts différents. Ce sont deux concepts composés différents. Ils sont différents parce qu'ils sont composés de concepts différents.
Mais le problème, c'est que la thèse résiduelle selon laquelle deux concepts atomiques distincts ne peuvent pas se rapporter à des objets différents, parce qu'à ce moment-là, ce serait le même concept, cette thèse-là, elle ne vaut pas beaucoup mieux, même si on se tient au concept atomique. Vous pouvez, si vous prenez un concept atomique comme le concept de Brigitte Macron, j'ai dit qu'on considère que c'est comme Jacques Meller, vous avez un concept sur une certaine personne, ou le concept de Brigitte, si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui habite votre village, quelqu'un que vous croisez, etc. Ce concept-là, certes, il sera différent du concept du... Non, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai le concept de Brigitte Macron qui apparaît ici. Dans votre concept de Brigitte Macron, admettons que ce soit un concept atomique, vous avez ce concept, vous avez des informations que vous avez sur elle dans ce concept, et vous pouvez très bien avoir un autre concept atomique, comme un concept fondé sur la perception. Vous voyez une dame. Je crois que je ne comprends pas très bien ce que j'ai avec mes... Si vous permettez... Voilà. Chez la dame. Donc vous voyez cette dame en train de téléphoner. Vous pouvez penser... si, par exemple, elle ne devrait pas téléphoner... Ici, ça fait du bruit, on n'a pas le droit, il faut sortir pour téléphoner. Vous pensez à cette dame, elle ne devrait pas téléphoner. Vous avez cette représentation perceptive de la personne en question. Ça, on traite ça comme justement un concept atomique fondé sur la perception. Vous avez un dossier mental sur cette personne que vous voyez, et vous mettez dans votre dossier mental les informations que, à travers la perception, vous acquérez sur elle. Ce dossier mental, c'est un concept atomique. Vous avez votre concept Brigitte Macron, que vous avez formé peut-être en lisant les journaux, etc. Vous avez ces deux concepts-là, on peut considérer que c'est deux concepts atomiques. Et c'est tout à fait possible, évidemment, à un sujet rationnel, de croire des choses sur Brigitte Macron et de ne pas les croire à propos de cette dame-là qui est en train de téléphoner. Et il n'y a aucune difficulté à avoir plusieurs concepts atomiques du même individu. Il suffit d'avoir des relations distinctes avec cet individu. Il y a quelqu'un, par exemple, que vous voyez, quelqu'un dont vous entendez parler, vous ouvrez un dossier mental parce que vous entendez parler d'une certaine personne, vous avez un nom, par exemple, associé à ce nom, vous avez un dossier mental, vous mettez les informations que à travers la communication, vous pouvez obtenir sur la personne à qui se rapporte ce nom. Il y a la personne que vous voyez, là aussi, vous avez des informations qui deviennent disponibles à travers la perception. Vous avez ces deux dossiers mentaux, et vous n'êtes pas du tout forcé de vous rendre compte que la personne que vous voyez, c'est la personne à laquelle vous pouvez penser grâce au nom que vous avez acquis dans la communication. Donc on ne voit pas du tout... même si on dit que la thèse référentialiste s'applique seulement au concept atomique et pas au concept composé, ça ne sauve pas du tout la théorie, la thèse des objections et des contre-exemples freudiens, qui sont tous les cas où on peut penser à un seul et même individu à travers deux modes de présentation différents, deux façons de se le représenter différentes. On a l'impression que simplement d'avoir deux dossiers mentaux distincts, un qui peut être fondé sur la communication, l'autre sur la perception, ou même deux sur la perception. Vous pouvez voir une certaine personne et voir une certaine personne. Vous n'avez pas vu qu'il y a un jeu de miroir et que c'est la même personne. Vous avez deux dossiers mentaux différents, de même nature. Deux dossiers atomiques. Vous croyez qu'une personne est ceci, vous ne croyez pas que l'autre personne est ceci. C'est tout à fait possible, vous êtes complètement rationnel. Vous n'avez simplement pas vu qu'il y avait un miroir et que c'était la même personne. Donc, des exemples de ce genre, la littérature philosophique en est pleine. Ce sont les cas freudiens dont j'ai parlé
en 2020, dans ce cours que j'évoquais, cette année de cours sur les dossiers mentaux, il y avait une séance particulière sur les cas freudiens. Et ce sont ces cas, les cas qui intéressent Frege, dont j'en parlerai la prochaine fois, ce sont ces cas qui réfutent la thèse référentialiste et qui montrent qu'on ne peut pas individualiser les concepts par leur seule référence. Ce que Frege appelle le mode de présentation, la façon dont on se représente l'objet, compte aussi. De sorte que, comme je le disais, si le sujet a deux dossiers mentaux distincts se rapportant à la même chose, il a deux façons de se représenter la chose en question, deux modes de présentation, à savoir les deux dossiers mentaux en question, et par conséquent deux concepts. Donc ça, c'est la conception néo-freudienne, et c'est en quelque sorte la troisième conception que nous devons examiner. En tout cas, elle se présente pour l'instant à nous comme simplement une série d'objections à la thèse référentialiste. Le point de vue freudien, c'est vraiment l'idée qu'on ne peut pas individualiser les concepts par leur référence. On a besoin de quelque chose de plus fin que ça, on a besoin de quelque chose qui intègre le mode de présentation. Et donc, la prochaine fois, je vous parlerai de mode de présentation. Et là, l'erreur que j'ai faite la dernière fois a consisté à faire comme si aujourd'hui j'allais vous parler de ça, concept et mode de présentation, alors que j'avais encore cette séance à consacrer à la thèse référentialiste. Donc, comme d'habitude, à 11h30, nous avons le séminaire dans le cadre duquel Bruno Langlais, ici présent, va nous parler. Je vous invite donc à rester pour ce séminaire et je vous dis merci pour votre attention.